Si l'on regarde maintenant les densités... Pourquoi c'est... Ah oui, non. Pardon. Oui, si on regarde maintenant les densités, on voit que pour la période 98-2004, ces densités sont proches peuvent atteindre 45 000 individus par mètre carré. C'est la caractéristique des milieux lagunaires d'avoir des densités extrêmement importantes, généralement liées à la présence de faciès, le faciès étant l'explosion monospécifique d'un certain nombre d'espèces. En 2004, on observe essentiellement des faciès à Brachydontes marioni ou à Nereis succinea, alors qu'en 2005, dans la période 2005-2010, si les densités maximales sont quasiment équivalentes, mais atteignent quand même 45 000 individus par mètre carré, on se rend compte là aussi que si on prend la moyenne, la tendance est à une augmentation de la densité des peuplements, simplement étant donné la variabilité des mesures, que ce soit pour la richesse spécifique ou que ce soit pour la densité, ces variations ne sont pas significatives. Si l'on regarde maintenant les stations de la bordure de la partie centrale, la station B3 ou la station B6 dans le nord et dans le sud de l'étang, là, tout comme pour la bordure côtière, on se rend compte que les lissages entraînent une augmentation de la richesse spécifique et une certaine stabilisation des peuplements, comme pour de la même manière pour la densité. On se rend compte qu'on ne retrouve plus les crises de mortalité extrêmement importantes que l'on avait en B3, que l'on voit en vert. Il y a une certaine stabilisation et une augmentation de la densité des peuplements, alors que la station B4, on avait commencé à étudier cette station B4 au centre de l'étang, et ensuite on l'avait abandonnée parce qu'elle était toujours azoïque. Donc, quelques prélèvements ponctuels réalisés dans la période 98-2004 montraient qu'il y avait une absence totale de macrobenthos, alors qu'avec les lissages, on voit que, enfin on le voit, façon de parler, on voit que il y a quelques espèces qui se maintiennent dans ces fonds, qui montrent que, en définitive, les conditions d'anoxie permettent tout de même l'installation, notamment d'une espèce de perturbation maximale, Capitella capitata, je vais y revenir. Si l'on prend maintenant la cartographie de ces peuplements, alors que la cartographie de 2004 montre pratiquement la même situation que l'on avait en 72, en 83. Simplement, il y a quand même une légère extension sur la bordure côtière de l'assemblage lagunaire euryalien eurytherme qui descend, qui n'est plus limité à 5 mètres de profondeur, mais qui descend jusqu'à 6 mètres. Si l'on prend maintenant la cartographie en 2006, là, il y a un changement dans la mesure où le LE dégradé descend jusqu'à 8 mètres de profondeur. Dans la partie centrale de l'étang, comme je le disais tout à l'heure, on observe la présence sporadique d'espèces telles que Capitella capitata ou quelquefois Nereis succinea. Capitella capitata, hier on parlait des schémas de dégradation et des schémas de réhabilitation. Il faut savoir que pour la macrofaune, ces schémas sont identiques. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'espèces, ça décroît, on arrive dans des conditions limitantes majeures à la présence à la fois de Scolélepis et de Capitella capitata, puis plus rien. Quand ça redémarre, c'est Capitella capitata qui est la première espèce qui s'installe, et ensuite ça continue vers une complexification de l'assemblage. Donc, éventuellement, en 2006, on pouvait penser, tiens, Capitella capitata est présente dans l'étang, est-ce que c'est un phénomène de colonisation qui annonce de meilleures conditions? On ne savait pas. Et en voyant malheureusement les résultats de 2009, on se rend compte qu'en fait, la situation est complètement bloquée. On a même une régression de l'assemblage LE
qui se trouvait dans des fonds supérieurs à 8 mètres et là qui est limité à 7 mètres. Et toute la partie centrale de l'étang n'est occupée de manière sporadique que par quelques organismes qui vivotent. En fait, il n'y a pas colonisation et évolution, mais stagnation. C'est-à-dire que l'on peut penser que chaque fois que les conditions d'anoxie ne sont plus limitantes, étant donné qu'on a affaire à des espèces opportunistes qui se développent tout au long de l'année, eh bien, il y a installation de quelques individus, mais ça reste dans un état complètement bloqué. En conclusion, donc, je dirais que pour les lissages, il y a une légère extension en profondeur de l'assemblage LE de la bordure côtière. Il y a une augmentation de la densité des peuplements de la bordure côtière, notamment dans la partie nord, mais liée justement à la présence de cette espèce invasive Musculista cenusia. Il y a la présence de quelques espèces marines supportant une faible dessalure, mais présence ponctuelle. Il y a le maintien en période estivale d'un mélange d'espèces lagunaires et marines dans la partie sud-est la plus profonde de l'étang de Berne, au niveau du coin salé, et il y a une présence ponctuelle d'organismes dans la partie centrale de l'étang. Pourquoi peut-on dire, malgré tout, que la situation est bloquée? Bien, la situation est bloquée dans la mesure où, on l'avait évoqué hier, que ce soit pour l'assemblage des sables vaseux de Montcalm, que ce soit pour l'assemblage lagunaire euryalin-eurytherme, lorsque les conditions du milieu s'améliorent, on a une colonisation et une réponse extrêmement rapide. D'une part, je vous rappelle que avant le rejet des eaux douces, la pollution était maximale, le milieu était très riche, les sédiments étaient très riches en matière organique, et on avait un peuplement équilibré. La deuxième chose qui me fait dire que c'est bloqué, c'est que nous avions réalisé des expériences en se disant, puisque dans les années 80, on disait c'est la pollution qui bloque tout, qui empêche tout. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pris des sédiments pollués de l'étang de Berne et de l'étang de Veynes, et on les avait replacés dans le même type de biotope dans le golfe de Fos. Et au bout de 3 mois, on s'était aperçu qu'il y avait colonisation de ces sédiments, qui montrait qu'en définitive, ce n'était pas une question de blocage lié aux polluants. Bien sûr, à ce moment-là, on nous a dit, oui, effectivement, ça se recolonise, mais ce sont des conditions qui sont quand même... Pardon ? Je vais conclure. Mais ce sont des conditions qui sont expérimentales. On a eu la chance d'avoir une expérience en vraie grandeur en 1990, lorsque la centrale s'est arrêtée pendant 6 mois. Nous avons établi, on a fait une étude d'une part de la dynamique des peuplements et d'autre part de la cartographie des peuplements. Et on s'aperçoit qu'au bout de 6 mois, eh bien, l'ensemble de l'étang était occupé. Et dans la partie centrale, on avait à la fois des espèces de l'assemblage des sables vaseux de Montcalm et des espèces LE. Ce qui prouve bien que si des conditions sont favorables, les organismes s'installent sans problème. Donc, en conclusion définitive cette fois-ci, ces nouvelles mesures, eh bien, malheureusement, sont insuffisantes pour le macrobenthos. Les salinités moyennes ne sont pas compatibles avec l'installation d'espèces marines et les problèmes d'oxygène dissous dans les zones profondes perdurent. Je vous remercie.